avant d'entreprendre une chose sérieuse, quelle que soit la situation, heureuse ou malheureuse. Et dans l'espoir de la réussir, il faudrait d'abord procéder à une étude préalable, soit une investigation préliminaire, d'une manière diligente, basée sur toutes les données disponibles, parfois même des détails, avec les moyens d'analyse les plus fiables, les plus efficaces et les plus modernes, en recourant à des structures compétentes. Et c'est concrètement dans cette perspective que le président américain George Bush en septembre 2001 et le roi Mohammed VI en septembre 2023 ont respectivement réagi aux catastrophes nationales ayant terriblement secoué leur pays. Les scènes d'écroulement mortels de tours, de bâtiments ou de logements avec des victimes sous les décombres aux États-Unis comme au Maroc étaient toutes pénibles, avec les mêmes peines chez les familles des victimes. Et les deux dirigeants à Washington comme à Rabat avaient pourtant agi avec célérité et efficacité. Mais hélas, les médias français en particulier ne se sont pas débarrassés de leurs deux poids deux mesures, c'est-à-dire de leurs attitudes contradictoires envers Washington et Rabat sur les deux événements dont nous parlons ici, et ce, en jugeant différemment selon les personnes ou les circonstances. Parce qu'ils n'ont pas évalué par les mêmes critères et de la même manière les actions des deux chefs d'État américains et marocains respectivement en septembre 2001 et septembre 2023. On l'a vu dans la première partie de cette série, on va le voir maintenant dans la deuxième partie et on le verra encore plus dans le troisième et dernier épisode prochainement. Les initiatives du président George W. Bush en septembre 2001 et celles du roi Mohammed VI en septembre 2023 sont quasiment comparables dans leur logique et leur vision de gestion de la crise en termes de stratégie, même distinctes dans leur cause et leur contexte de déroulement. Cela étant dit, nous allons voir chronologiquement comment chacun des deux chefs d'État a fait face aux conséquences des attentats de 2001 et à celles du séisme de 2023. Un beau jour estival, agréable et très calme s'annonçait à Sarasota, en Floride. La population s'éveillait donc normalement et paisiblement, sans savoir qu'elle allait être affligée en moins de 2 heures comme tous les Américains. Le président américain s'y trouvait. Et là-bas, à Washington comme à New York, le climat était pratiquement le même. Minuit passait de quelques minutes, une belle nuit estivale, agréable et très calme, enveloppait Paris. Le roi s'y trouvait, et là-bas, à Rabat comme à Marrakech, le climat était pratiquement le même. Entre Floride et Washington, septembre 2001. Peu avant 9 heures, dans cette journée du 11 septembre 2001, le président, qui a pris ses fonctions quelques mois plus tôt, rendait visite à des élèves dans l'établissement primaire Emma Brooker dans la ville de Sarasota en Floride. Il salua les élèves un par un. Au même moment, un avion percute l'une des tours du World Trade Center à New York. George Bush est aussitôt mis au courant par sa secrétaire d'État, Condoleezza Rice, qui le joint par téléphone. Allô, bonjour Monsieur le Président, ici Rice. La première tour du World Trade Center est en flammes, percutée peut-être par un pilote qui aurait perdu le contrôle. À cet instant, personne ne soupçonne l'ampleur du drame. La scène est célèbre. Le président est assis face aux élèves. Une institutrice donne une leçon de lecture. Peu après 9h30, Andrew, garde, s'approche de son patron. Le second avion a percuté l'autre tour du World Trade Center. À ce niveau, ça ne peut plus être une coïncidence. America is under attack.
murmure le chef de cabinet du président dans le creux de l'oreille présidentielle. Revoyons la scène en vidéo. George Bush reste impassible. Si vous menez une entreprise pendant une crise, c'est très important de donner le ton et de ne pas paniquer. Écrira-t-il 20 ans plus tard dans ses mémoires. Entre Paris et Rabat, septembre 2023. Parallèlement, 8 septembre 2023, cette nuit-là, Mohamed VI est encore éveillé. Il est 23h21 heure locale marocaine, 0h21 heure française. Allô? Les Sablons. Sa Majesté est-elle disponible? Au bout du fil, un standardiste expérimenté qui peut connecter le monarque sur le même ton monocorde avec un chef d'État ou un responsable local d'une province reculée. Depuis 40 ans, ce rituel est immuable pour accéder à Mohamed VI. Cela a débuté lorsqu'il était prince héritier. Il faut passer par le standard des Sablons, du nom de sa résidence à Rabat, située aux abords d'une base de parachutistes à Salé. Peu importe que le roi y soit ou pas, on appelle les Sablons. Enfin, seuls ceux qui ont droit d'en connaître. Son interlocuteur l'informe de la survenue d'un tremblement de terre de magnitude 7, dont l'épicentre se trouve dans la commune d'Iril, dans le Haut-Atlas. Le roi était extrêmement calme. Extrêmement calme. Toutefois, si le calme et la sérénité avaient prédominé le président Bush et le roi Mohamed VI, à l'annonce des attentats et du séisme des deux tristes dates de septembre 2001 et 2023, c'était au contraire la peur et la panique qui dominaient leurs nations respectives. Les mêmes scènes d'effroi et de frayeur. Tout le monde courait dans tous les sens. Là-bas, sur les principaux lieux des attentats à New York, pour les survivants non ensevelis sous les ruines de Manhattan, comme ici au Maroc, sur les principaux lieux du séisme où l'on avait été secoué, chez les survivants non ensevelis sous les décombres à Marrakech ou à Taroudan. Tous les gens, sans exception, couraient à toutes jambes, dans tous les azimuts, dans une débandade où chacun essayait de se tirer d'affaire vers des endroits sécurisés, mais sans trop les savoir, vers un terrain vague, un espace sans bâtiment. Bref, chaque personne se trouvant dans la rue lançait de son tréfonds, sans la crier, l'exclamation « sauve qui peut » pour lui-même avant quiconque. Jamais l'adage « chacun pour soi et Dieu pour tous » n'a été si bien concrètement illustré que dans ces moments de panique aux États-Unis d'Amérique et au Maroc, comme si c'était l'apocalypse. Tous les gens étaient égaux dans l'épouvante. Gouvernants et gouvernés, riches et pauvres, braves et poltrons. Même nos puissants dirigeants occidentaux de la planète, possédant les armes nucléaires les plus sophistiquées, auraient également fui à toutes jambes, à deux doigts de la mort. Tant qu'il est vrai qu'on est bien peu de choses, nous les humains, pourvu qu'on le sache dans des circonstances pareilles. Néanmoins, les mêmes médias français qui avaient couvert et commenté les attentats du 11 septembre 2001, autant que le séisme du 8 septembre 2023, ont préféré se focaliser sur la panique normale de la population marocaine plutôt que de l'américaine, en y consacrant tant de titres d'accroche à la une de leurs publications et leurs émissions spéciales. Comme quoi, leurs deux poids deux mesures n'épargnent même pas les situations psychologiques ou physiologiques les plus naturelles et communes chez tous les humains. Comme si ces Américains qui couraient en plein jour à toute vitesse étaient des fantômes ou des invisibles. Aucun journaliste français, je dis bien aucun journaliste, n'a évoqué ni même fait allusion à la panique de ces Américains. L'attention des médias était plutôt tournée vers ceux qui avaient instigé et exécuté les attentats, avec toutes les interrogations et spéculations que l'on formulait autour des dégâts du drame, humains et matériels. En voulait-il dramatiser et exagérer l'ampleur de la catastrophe marocaine plus que la tragédie américaine à des fins inavouées? Très probablement, auraient estimé tant d'observateurs. Entre Floride et Washington, septembre 2001.
La panique, justement, gagne le ciel. Chaque avion civil devient une menace potentielle et l'équipe du président peine à avoir des informations. Pas de smartphone, pas de réseaux sociaux. On communiquait encore avec des téléphones filaires et des documents envoyés par fax. George Bush, qui a quitté la salle aussi calmement qu'il y était rentré, est amené dans une pièce à l'écart. Une télévision a été installée sur un meuble à roulettes. L'écran diffuse en continu des images des tours enflammées. Quelques instants après, le président décida de prendre la parole. Il annonça sur un ton grave que les États-Unis étaient la cible d'une apparente terroriste attaque. Les mots prudents ont été choisis par Dick Cheney, le vice-président qui se trouvait à la Maison-Blanche. C'est au tour du Pentagone d'être la cible d'une attaque. En voici l'horrible image. En définitive, entre 10h et 10h30, une série d'événements se sont bousculés. La chute de la première tour, puis de la seconde. Un dernier avion s'est écrasé. Il s'agit du vol 93 de United Airlines. Les passagers se sont révoltés contre les pirates de l'air qui ont projeté l'avion au sol. Entre Paris et Rabat, septembre 2023. Le roi voulait avoir une évaluation la plus précise des dégâts et donne aussi comme consigne de pointer les 2 satellites du royaume sur la zone sinistrée pour avoir des images. Je voudrais signaler à ce propos qu'il s'agit des 2 satellites marocains d'observation Mohammed VI A et B. 2 frères jumeaux pour ainsi dire. Et grâce à ce tandem qui est situé à 694 km de la Terre, le Maroc est capable d'obtenir une image d'une résolution de 70 cm de n'importe quel point de la planète et ce en moins de 24 heures. On est donc loin de la situation qui prévalait en 1960 lors du tremblement de terre d'Agadir. Car les 6 jours qu'il fallait pour que Sa Majesté Feu Mohammed V et son gouvernement puissent avoir toutes les informations nécessaires sur le séisme, les 2 satellites Mohammed VI ont pu les fournir à Sa Majesté Mohammed VI et à son gouvernement en moins de 24 heures, sur des détails non seulement géographiques et géologiques, mais sur des précisions concernant et les zones sinistrées et l'ampleur des sinistres. Ainsi, le roi Mohammed VI avait cette agilité intellectuelle et cette présence d'esprit immédiate d'utiliser les 2 satellites en même temps, avant toute chose. Rappelons à toutes fins utiles que le satellite Mohammed VI-A est lancé le 8 novembre 2017 par un lanceur Vega depuis le centre spatial de Kourou en Guyane. Une année plus tard, en 2018, au même mois de novembre, le 20e précisément, est lancé le 2e satellite marocain, Mohammed VI-B. Et voilà que, moins de 5 ans plus tard, ces 2 satellites d'observation et de surveillance, que certains qualifient d'espionnage, seront d'une utilité socio-humanitaire et sécuritaire salutaire lors du tremblement de terre. Car, différemment de son regretté grand-père Mohammed V qui, en se rendant sur les lieux du séisme à Agadir en mars 1960, n'en avait pas encore reçu tous les éléments d'information essentiels, lui, Mohammed VI, en se rendant dans la région du séisme à Marrakech en septembre 2023, disposait déjà de tous les éléments de renseignement nécessaires sur le drame. À la 3e partie de cette série, si Dieu le veut, je l'espère,